Bienvenue pour cette vidéo que j'ai nommée Retro Shonen le retour. Je vous avoue avoir été un peu surpris qu'on se rapproche plus du 1K que des 500 vues pour ce type de contenu. Alors j'en profite pour vous remercier car c'est vous qui avez motivé ce second épisode de Retro Shonen. La première partie proposait une rétrospective sur les années 90 à 2000. Dans cette vidéo, on attaque les années 2001 à 2010 avec plus d'une soixantaine de titres. Donc accrochez-vous bien. Bon, il est possible que je fractionne la vidéo en deux parties, on verra bien. Mais avant cela, on m'a fait remarquer dans les commentaires que j'avais oublié un des meilleurs mangas shonen publiés en 1998, mais aussi stoppé par la maison d'édition J'ai lu après son 12e tome. Alors, qu'il en comptait 35 au Japon. Je parle d'un manga d'arts martiaux du nom de Tekken Shinmi, tellement old school dans la lignée des meilleurs films d'arts martiaux et donc dans le bon sens du terme. On ne peut que rêver d'une réédition un jour, ce n'est pas interdit. Toujours en 1998, j'ai omis les histoires courtes de Mitsuru Adachi avec Short Programme publié par Tonkam à peine un an après le Japon. Alors, ce n'est pas que c'était un oubli, tout simplement, je pensais que ça aurait été catégorisé seinen, étant d'ailleurs pré-publié dans le magazine Big Comic. Mais en vrai, il est catégorisé shonen, donc on lui fait une petite place, d'autant plus que ces recueils d'histoires le vaut largement. Et en 1999 aussi, j'ai oublié un gros morceau, mais vraiment un gros morceau. Il faut dire que cette année était à mon goût historique avec l'apparition de Slam Dunk, Hokuto no Ken et Captain Tsubasa, mais c'était sans compter Devilman de Go Nagai, édité chez Dynamix. La licence a été remise au goût du jour dans une version animée disponible sur Netflix sous le nom de Devilman Crybaby. Et elle aura conquis un nouveau public, mais c'est bien l'œuvre originale qui aura d'abord marqué le monde et l'histoire du manga. Je ne peux que vous conseiller sa lecture, même si aujourd'hui l'intégrale est disponible à un prix disproportionné. Il faut savoir que toutes les informations que j'utilise, je les tiens du site Nautiljon et dans le doute, je vérifie les infos, voir si elles sont concordantes sur Manga News. Oui, je trouve les premières infos plus intéressantes sur Nautiljon car on y voit les dates de sortie japonaises et françaises, ce que je trouve pertinent. Allez, on attaque la seconde partie en rentrant dans le 21e siècle du shonen manga en France, tout de suite après le générique. Samurai Deeper Kyo en 2021, ce manga souffre pour moi du même mal que High Génération Basket face à Slam Dunk, sauf que là, c'était pour moi face à Kenshin le Vagabond, que je plaçais à l'époque sur un piédestal. Pour beaucoup, Samurai Deeper Kyo fait partie de leur premier manga et de samouraï de surcroît. Mais pour moi, il a toujours ce petit côté dérangeant de la contrefaçon, un peu comme Fairy Tail. Fallait voir la caricature des persos, même si on peut lui reconnaître quand même quelques bons passages, le reste était assez stéréotypé et d'un bancal. Néanmoins, il a eu son heure de gloire auprès du public français. GTO en 2001, lorsque j'ai découvert ce titre lors de sa prépublication chez Manga Player, ça répondait tellement à mon cahier des charges de l'époque, voire plus. Le héros semblait déjà avoir un sacré background, ce ne sera que plusieurs années plus tard qu'on aura l'occasion de le découvrir avec le titre Young GTO. Vous le devinez, le titre original est tout autre puisque ce n'était pas une préquelle, mais bien le manga de l'auteur publié quelques années auparavant au doux nom de Shonan Junei Gumi. Bref, un manga qui aura aussi été mis en avant par le grand public lors de sa diffusion sur Canal+, presque à l'heure du goûter, si je ne dis pas de bêtises, et qui possédait, en plus d'un excellent doublage en français, pour ceux qui ne se nourrissaient pas au fansub. GTO a eu un impact en France et il a fait les belles heures de Pika. Dommage que son auteur, Toru Fujisawa, ait tant de mal à se renouveler à travers ses autres séries. Et que quand il le fait, ça bide. À l'occasion, il faudrait que je lise la suite, Paradise Lost. En tout cas, GTO, c'est un peu le Gangster Paradise du manga. Et il fait sûrement partie de ces mangas qui ont attiré un nouveau public et permis à de jeunes lecteurs de débuter une mangatech. En 2021, il y avait Oshin. Aujourd'hui, j'ai peu de souvenirs de ce titre que j'ai trouvé très bon à l'époque. Je dirais pas qu'il était original puisque tiré d'un récit chinois où se jouent des enjeux à travers des dieux. On peut considérer cette œuvre comme un manga oublié car peut-être pas facile d'accès au plus grand nombre, bien qu'il maniait avec brio les scènes d'humour et d'action. En 2001, c'est aussi Pokémon, bien que toujours à l'attention des enfants, voire des plus grands, le récit semble plus dur, moins édulcoré que dans les animés.
Je ne les ai pas encore lus, mais j'ai offert les 2 premiers tomes à mon fils, donc ça ne saurait tarder. À noter que les mangas Pokémon ont bonne réputation et que cela enrichit la licence déjà omniprésente dans le marché français avec les jeux vidéo, les animés, les jeux de cartes. Voilà. On passe à 2002 avec Naruto, premier cité du fameux Big Three. Naruto n'est plus à présenter, son actualité est l'annonce d'une édition Hokage exclusive à la France qui a tout d'une perfecte édition à la Dragon Ball. Dommage que le mangaka n'a pas joué le jeu de produire des illustrations originales pour les covers comme a pu le faire Akira Toriyama. Il est évident que le mangaka Masashi Kishimoto a été biberonné par ce dernier, surtout dans ce qui est le découpage des planches, mais aussi par Yu Yu Hakusho pour ses antagonistes non manichéens, et par Slam Dunk, dont on perçoit notamment l'inspiration à travers ses personnages principaux, que sont Naruto et Sasuke. On n'est pas loin du copier-coller de Rokawa, le beau gosse taciturne, et Sakuragi, le génie, mais là, je radote. Naruto aura surtout une influence retentissante avec la nouvelle génération de shonen. Il suffit de lire Jujutsu Kaisen, même si ce dernier s'inspire également très nettement de Bleach et Hunter x Hunter. On aura l'occasion d'en parler plus tard. Naruto, c'est aussi un univers complet, tellement complet qu'il paraît d'ailleurs sous-exploité au final. Ça reste un manga efficace et un shonen culte pour le grand public français. Ses ventes le prouvent, offre promo ou pas, aujourd'hui beaucoup commencent le manga avec Naruto. 2002, c'est aussi JoJo's Bizarre Adventure. Aujourd'hui, JoJo est devenu une référence en France. Le succès n'était pas vraiment au rendez-vous avec les éditions J'ai lu, et pas plus lorsque Tonkam a repris la licence, et pourtant, ils ont bien fait d'être patients car avec l'anime, cela a renforcé l'intérêt du grand public auprès du mythe JoJo, pour devenir le phénomène mondial que nous connaissons aujourd'hui, ne serait-ce qu'avec les JoJo Pose. Après, j'en ai déjà parlé, mais l'impact des stands dans l'univers manga est assez exceptionnel. Vous cumulez cela à l'esprit créatif et insatiable du mangaka Hirohiko Araki pour créer des stands aux techniques de combat toujours plus originales et des bonhommes avec des tenues vestimentaires inspirées de la mode qui rendront ces personnages assez uniques en plus d'être mythiques. En 2002, c'est aussi Rakai Blues. Vous vous rendez compte que 2022 va être les 20 ans de Rakai Blues en France. Aujourd'hui, ce titre est la référence ultime du manga Furio qui met en scène de jeunes délinquants lycéens qui se battent pour un oui ou pour un non, tout en affichant une forte solidarité masculine. À l'heure où j'écris cette vidéo, nous sommes toujours dans l'attente d'une annonce officielle par Pika d'une réédition. Même si j'ai encore du mal à imaginer une collection améliorée, autre que les Pika Graphics, parce que sérieux, 42 tomes en format poche, ce serait une très mauvaise idée, bien évidemment. On attend les pages couleurs qui étaient dispo lors des prépublications dans le Weekly Shonen Jump. Il faut restituer Rakai Blues qui partageait l'affiche des Jump à l'âge d'or de Slam Dunk, Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, Dragon Quest, Genshin le Vagabond, Captain Tsubasa à l'époque de World Wars, DNA Carré et Ninku. Voilà, pour ne citer que ceux qui ont été édités en France. Et c'est encore une œuvre où l'on peut voir au fur et à mesure des tomes, une amélioration technique assez dingue, un glow-up qui se confirmera sur Rookies. En 2002, c'est aussi Rêve. Alors, je ne vais pas m'attarder sur ce titre de Hiro Mashima, qui est tout de même sa première série à succès. On peut le dire, même si j'ai vu de nombreuses fois les tomes en occasion, mais le truc c'est que je n'ai pas lu. Voilà, pour tout vous dire, c'est une série qui m'a longtemps intrigué, seulement je n'ai pas accroché au premier tome, que j'ai eu l'occasion de lire dans un magasin, et même si l'ambiance me donnait envie, à travers les covers que je percevais à chaque sortie de nouveautés, le souci pour moi c'est que, dans mon souvenir, c'était pas très folichon graphiquement déjà. Après, la série avait sa petite réputation et par la suite, elle a dû intégrer bon nombre de lecteurs de Fairy Tail. En 2002, c'est aussi les enquêtes de Kindeshi. Alors, j'en ai parlé lors de la précédente vidéo, alors que je parlais de Détective Conan. Tonkam a édité cette série d'enquêtes policières qui, à cette époque, jouissait, me semble-t-il, j'espère ne pas dire de bêtises, d'une plus grande renommée au Japon. Certainement parce qu'elle était plus ancienne aussi que Détective Conan. Enfin, ça c'était avant. Aujourd'hui, l'impact de Détective Conan est incommensurable avec des films qui sortent tous les ans au cinéma. Ce qui est déplorable, c'est que la série a été stoppée assez vite chez nous. Nous n'avons pas eu le temps de nous imprégner à la série qui se démarquait par un style plus horrifique. Si une nouvelle fois, je ne dis pas de bêtises. La bonne nouvelle, c'est que la rumeur court qu'une réédition est prévue pour le retour de Kindeshi. Et pour ma part, je serais curieux de redécouvrir la série, n'ayant lu que les 2 premiers tomes lors de leur sortie.
En 2002, c'est également Inuyasha, alors c'est le grand retour de Rumiko Takahashi pour une très longue aventure en 56 tomes. Je crois que j'ai abandonné avant, pas que la série me déplaisait, loin de là, l'apport des yokai dans son nouvel univers était tout ce qu'il y a de plus attrayant. Un peu moins le côté passage entre deux mondes, ça faisait le côté un peu isekai rétro. Les personnages étaient très bons, dont le moine pervers, lui c'est un peu mon préféré. Ça jonglait bien entre le dramatique et l'humoristique, les répliques aussi, bien que j'ai finalement trouvé la série assez redondante. Alors, ça ne se désamorce pas comme dans Ranma 1/2, le danger est véritable. Mais bon, entre l'ambiance et le dessin, on est parfois pris entre deux eaux. Je me suis lassé à l'époque, mais je serais curieux de lire la fin pour voir. Enfin, pour tout vous dire, ça marque aussi pour moi une rupture avec la mangaka. J'aurai peut-être l'occasion d'en parler dans une autre vidéo, mais je ne serai jamais plus véritablement rentré dans l'univers des séries ultérieures à Ranma 1/2. Mais peut-être que je prendrai le temps de lire plus de tomes de Rin et de Mao afin de me faire une idée plus précise de ces justement dernières séries. Et qui sait, demain je vous louerai les travaux post-Ranma 1/2 de Rumiko Takahashi. En 2002, il y a Love Hina. Alors, il va être compliqué de vous parler d'une œuvre dont je n'ai même pas lu le tome 1. Voilà, je connais très bien son impact dans le paysage français. C'est la licence qui aura mis sous les projecteurs une branche du rom-com, le harem. Donc, je parle bien d'une comédie romantique et non d'un hentai, mais le terme correspond bien au shonen manga, qui met en avant le succès d'un jeune héros entouré de plusieurs jeunes filles. Voilà, aujourd'hui la référence du genre est The Quintessential Quadrupless. Pour tout vous dire, concernant Love Hina, je me suis retrouvé face au même dilemme qu'avec Rêve. Je suis curieux, mais j'ai sérieusement mieux à lire, déjà graphiquement. Puis en vrai, j'ai essayé de lire ce tome 1, comme celui de Nigama, mais je n'arrive pas à les finir. Après, si le mangaka a connu un si grand succès avec Love Hina, puis ses autres séries, ce n'est pas pour rien. En 2002, il y a Tenchi Muyo. Alors, je l'ai mis là, histoire de dire que je ne l'ai pas zappé. Mais je ne l'ai jamais lu. Je reste sur mes souvenirs de l'animé, mais le manga n'aura pas marqué son monde de ce que j'en sais chez nous. En 2003, par contre, il y a Flame of Recca. Je ne sais plus quoi penser de cette série éditée par Tonkam. Pour souvenir, j'étais assez enthousiaste. Il y avait un petit air de Yu Yu Hakusho en reprenant un peu le style de Hiei avec son dragon noir. Maintenant que j'y pense, c'est une histoire de ninja, mais pas aussi mémorable que celle de Naruto. D'ailleurs, ce n'est pas non plus ces séries ultérieures qui seront plus mémorables. On aura quand même l'occasion de parler de Mar dans cette vidéo. En 2003, c'est également Get Bakers. Je n'avais pas souvenir, et c'est pareil pour Flame of Recca, que ce soit sorti après Naruto. Et pourtant, j'ai bien connu la série alors qu'elle était prépubliée dans le Shonen Magazine de Pika. Alors, j'entends encore beaucoup de personnes qui aimeraient bien avoir un magazine de prépublication en France. Mais moi, je vais vous le dire pourquoi ça s'est cassé la gueule après une année ou deux. Pour la simple raison que lorsque vous souhaitez acheter le tome de la série qui vous plaît, il y avait Get Bakers, mais aussi Young GTO, qui se démarquait du catalogue. Le problème, c'est que ça faisait doublon. Perso, j'ai arrêté d'acheter le magazine pour me concentrer sur les tomes, et apparemment, on a tous eu le même raisonnement. Mais pour revenir sur Get Bakers, il y avait un petit truc déjà, son duo de héros avec leur background. Perso, j'adorais le candide et badass Kinji Hamano. Mais aujourd'hui, c'est le genre de shonen que j'aime le moins graphiquement, avec des visages pointus et tout. Un peu ce qu'on retrouve aujourd'hui avec les mémoires de Vanitas, pour donner un exemple de manga actuel. Alors, je pourrais relire le tome 1 pour le délire, mais je pense que la série a du mal vieillir. Après, il ne faut pas lui retirer ses qualités. 2003, c'est aussi Black Cat. Alors 2003, c'est un peu l'année où on se fait croire qu'il y a des bonnes séries qui sortent, mais qui s'y soufflent après quelques tomes. C'est le souvenir que j'ai de cette œuvre qui n'a rien de marquant, qui se lisait bien, mais voilà, un peu à la Flame of Recca, le ventre mou du shonen, bien que graphiquement, Black Cat, c'est quand même, dans mon souvenir, bien au-dessus. Tiens, et je n'avais pas fait le rapprochement parce que je n'avais jamais lu Love to Ryu, bref. Mais ce sera la prochaine série du mangaka après Black Cat. 2003, c'est aussi Bleach. Bon, on peut passer aux choses sérieuses pour relever le niveau de 2003. On va pas faire semblant car on revient avec un acteur du Big 3 et je trouve que cette licence mérite tout ce qui lui arrive. Les Shinengumi, les Holo, les persos trop badass, les Bankai, certains antagonistes et certains second rôles qui font toute la différence. Mais Bleach, c'est aussi une gestion du power-up un peu naze. Ça empile les nouvelles attaques et autres transformations en devenir une caricature.
je n'ai pas pu aller à la fin et tout le monde me dit que je me suis épargné quelque chose. Bon, un jour peut-être que je me ferai violence pour lire la fin. Pour moi, ça reste une excellente licence car je n'oublie pas les 2 premiers arcs. Puis il suffit de voir l'influence évidente de cette œuvre sur Jujutsu Kaisen par exemple. Ce n'est pas anodin lorsqu'on sait que ce shonen casse tout en ce moment. Bien qu'on n'oublie pas aussi son inspiration à Hunter x Hunter. Pour en revenir à Bleach, le marketing est en marche pour le remettre sur le devant de la scène. Le dernier arc va être diffusé en anime et le roman qui semble donner plein de détails finalement jamais sorti dans le manga va paraître en français. En 2003, c'est aussi Hunter x Hunter. Voilà une licence surprise qui commence en clin d'œil au manga Dragon Ball avec un gamin qui pêche un poisson géant. On repère tout de suite le jeune héros au cœur pur, prêt à partir à l'aventure et quitter son île. Un classique qui nous enduit direct en erreur sur ce que va être la licence. Le retour de Togashi et le mangaka continue de s'inspirer des meilleurs. Mais son truc à lui, c'est qu'il ne se contente pas de ça. Il joue clairement à détourner certains codes. Ne serait-ce qu'avec le duo Gon Killua, 2 opposés qui finalement font la paire. Liu qui semble être un gars tout ce qu'il y a plus normal et Kurapika dont j'ai déjà soufflé dans la précédente vidéo, une inspiration à Shen de Saint Seiya. Tout est dans le personnage, me diriez-vous, il suffit de découvrir Hisoka qui a la cote chez beaucoup de lecteurs alors qu'il représente clairement un psychopathe à tendance pédophile. Et bien sûr, j'en passe, je ne vais pas tous vous les citer, mais ce qui à mon avis a vraiment fait la différence avec les autres shonen, c'est ce qui sera repris à travers des moyens détournés par d'autres mangaka, c'est le délire sur le nen. En soi, il n'a rien inventé. Entre le chakra, le ki, le chi, tout ce qui est en rapport avec le flux d'énergie, par contre, il a pris le temps d'enrober ça avec des spécificités, une certaine complexité qui a fait tout le charme de l'œuvre. Après, Hunter x Hunter, vous connaissez ses qualités, et aujourd'hui ses plus grands défauts. Et pour moi, les dessins, ça fait partie des qualités, bien que parfois, il joue littéralement avec le minimalisme. 2003, c'est aussi Hikaru no Go. Je vous le dis tout de suite, c'est mon chouchou. Il fait partie de mon top all of time. Nous avons une œuvre qui traite d'un jeu de plateau ou de stratégie chinois qui se nomme le Go. Jeu que pour ma part, je ne connaissais pas lorsque j'ai d'abord vu l'animé avant de profiter de la première édition de Tonkam. Mais comme c'est si bien le faire, les meilleurs mangas de sport, ils nous donnent très vite envie d'y jouer. On commence par assimiler les règles qui sont plus ou moins assez simples. Le plateau est un goban qui est quadrillé par de multiples intersections. Ce sont sur ces points que les joueurs déposent leurs pierres qui sont soit blanches, soit noires, mais qui restent statiques. Ça veut dire qu'elles ne bougent pas. Contrairement au jeu de dames, tu ne peux pas faire circuler tes pierres comme tu le ferais avec des pions. Et le but du jeu, c'est d'avoir le plus grand territoire en comptabilisant le nombre d'intersections à l'intérieur de celui-ci, ainsi que les prisonniers que tu as capturés. Mais la force de ce manga est multiple, il ne se contente pas non plus d'être uniquement beau esthétiquement, car pour rappel, le dessinateur n'est autre que le mangaka Takeshi Obata, que l'on retrouvera par la suite en duo avec un autre scénariste pour dessiner ses plus grands succès que sont Death Note, Bakuman et Platinum End, même si ce dernier m'est encore inconnu après ses 3 premiers chapitres. Néanmoins, si on s'attarde sur le style graphique de l'œuvre, qu'est Hikaru no Go, on constate le glow-up phénoménal du dessin de Takeshi Obata. Il est tout aussi impressionnant que celui de Takehiko Inoue dans Slam Dunk, pour donner un exemple. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à aller voir les sublimes illustrations du maître sur Hikaru no Go. À défaut de posséder au moins l'un des 2 artbooks, Internet est ton ami. Alors, je vous disais que la force de ce manga est multiple et cela vient aussi en partie de la scénariste Yumi Ota qui nous a pondu un shonen 100% pur jus. Tous les ingrédients sont là, tous les éléments qui ont fait le succès des meilleurs shonen, dont ceux de sport. Déjà, on peut commencer par la rivalité entre Hikaru et Akira qui est assez phénoménale car derrière Hikaru se cache une entité, un fantôme qui va tout bouleverser sur son passage en rendant notre jeune héros qui est lui aussi tout aussi inculte que nous au monde du Go, capable de battre ou de se hisser au même niveau que les meilleurs joueurs du Japon, voire du monde. Ça me donne des frissons. Il y a tant de justesse dans les relations avec les personnages et leur approche du Go et du souhait de devenir professionnel ou pas. La rencontre de Hikaru et Akira que rien ne prédestinait à se côtoyer et le plaisir envoûtant que ressent Sai, le fantôme, qui le hante à vouloir rejouer au Go au-delà de la mort, va donner une envie irrésistible à Hikaru de jouer au Go et de se hisser au même niveau que ceux qui voient en lui Sai. Ce shonen est tellement excitant et tellement frustrant sur certains aspects qui le rendent pour moi exceptionnel. C'est le manga universel par excellence. Comment ne pas avoir le cœur qui bat
quel que soit ton âge et le nombre de fois que tu lis et relis ce manga. Aujourd'hui, il dispose d'une édition deluxe de toute beauté. Il a tout, son seul défaut, c'était son rythme de sortie. Mais Delcourt Tonkam semble avoir mis un coup de boost pour finir la série d'ici 1 an. Il faut dire que c'était un véritable scandale pour une série finie depuis de nombreuses années maintenant, de publier un tome par an. Comme beaucoup de lecteurs de la première heure, nous avons fait l'erreur de revendre la première édition en format poche, mais en vérité, jamais ils auraient dû ne plus la commercialiser. Il me semble que Kana aussi fait ça, une édition en remplace une autre, ce qui est dommage quand on pense qu'on aurait pu avoir le choix entre plusieurs éditions de Slam Dunk et de Yu Hakusho par exemple. En 2003, c'est aussi Nijihiro Togarashi. Alors après la série des 3 one-shots qui regroupaient des histoires courtes sous le nom de Short Programme, c'est officiellement la première série en tant que telle éditée en France de Mitsuru Adachi. À mon goût, pas la plus fameuse car on quitte le monde contemporain avec l'école et le sport contre un univers féodal, même s'il est rempli d'anachronismes chers au mangaka. On revient toujours au pub qu'il insère dans l'histoire pour lire ses autres œuvres. Alors comme je le disais, je trouvais cette série moins captivante car on quitte la rivalité sportive mais elle a le mérite d'exister bien que le récit reste assez superficiel. C'est un peu la loufoquerie du mangaka, ce qui explique peut-être qu'elle soit l'une de ses préférées. Je me base sur l'une des rares interviews de l'auteur dont nous disposons. En 2003, c'était aussi Karakuri Circus. Mais en fait, 2003, c'est l'année de fou. Elle est pour moi la réédition la plus attendue de l'année 2022. La licence n'a hélas pas rencontré son public alors qu'elle était d'abord éditée par Delcourt. Moi-même, je suis passé à côté sans m'intéresser plus que ça au tome 1 lors de sa sortie. Aujourd'hui, je le regrette, mais en vrai, je n'aurais pas fait la différence. Et le manga aurait tout de même été stoppé au tome 21 sur les 43 tomes que je compte la série au Japon. Aujourd'hui, étant devenu un fan inconditionnel du mangaka Kazuhiro Fujita, après la lecture de Moon Knight Act, sa dernière série parue chez nous, je ne peux qu'être ravi de l'annonce de Meian de rééditer Karakuri Circus dans une édition deluxe identique à celle disponible au Japon. Et de ce que j'ai compris, les ayants droit étaient extrêmement pointilleux en ce qui concerne principalement les covers. En 2004, il y a Go & Go, une série sur le baseball bien sympathique à lire. Mais n'ayons pas peur des mots, le mangaka s'inspire de Slam Dunk pour donner vie à certains de ses personnages principaux. Ça reste un bon manga de sport qui porte sur le baseball. En 2004, il y a la loi d'Ueki, alors un petit shonen écolo très sympa qui se trouve au croisement de ce que fait Shaman King pour le scénario et One Piece pour le graphisme un peu cartoonesque. Édité par Pika à l'époque, aujourd'hui, il est assez compliqué de compléter sa collection, le titre n'ayant plus commercialisé et pas plus disponible en format numérique. En 2004, il y a aussi Tsubasa Chronicles. Alors là, je ne peux que botter en touche car comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, j'attends la fin de X de Clamp avant de me lancer dans une autre de leurs licences. Non, plus sérieusement, je ne suis pas intéressé à tout ce qui est Sakura Card Captors, Holic et donc Tsubasa Chronicle qui proposait de véritables crossovers entre chacune de ces séries si je ne dis pas de bêtises. Bon, je ne suis pas fermé à découvrir Trèfle et Showbiz dont j'ai pris le premier tome en numérique pour ne pas mourir idiot. En 2004, c'est Baki. Qui ne connaît pas Grappler Baki? Aujourd'hui, alors que plusieurs saisons sont disponibles sur Netflix, le thème c'est de la baston pure et dure qui met en scène des surhommes que j'aurais facilement classé en tant que seinen. Mais non, c'est bien un shonen. Après tout, ça colle. À 15 ans, c'est là où je surkiffe la baston. Donc voilà. Le manga publié en France reprenait la suite de la licence que nous connaissions d'abord à travers les 2 premières saisons animées produites avant Netflix. D'ailleurs, la première était vraiment de très bonne qualité pour l'époque, alors que la seconde faisait mal aux yeux. Dans le manga, on retrouve notre Baki d'abord en second plan, comme bon nombre des personnages secondaires qui nous sont déjà fortement familiers, pour mettre en avant certains tueurs en série qui veulent redistribuer les cartes. Édité chez Delcourt, aujourd'hui il est compliqué de se procurer l'intégrale, surtout après le tome 27. Il y a une sacrée fanbase qui sont dans l'attente d'une prochaine annonce de la licence chez nous, on verra bien. Pour ma part, je serais plus dans l'attente qu'une maison d'édition reprenne la suite de Teuf, avec en parallèle une réédition pour ceux qui seraient passés à côté, que je considère comme la référence du manga de baston en France. En 2004, c'est Beck. La licence est de nouveau sur le devant de la scène grâce à sa réédition par Delcourt Tonkam en Perfect Edition. À bon entendeur, il était nécessaire que ce titre se fasse rééditer. Comme beaucoup de séries publiées par Delcourt, elle est en arrêt de commercialisation avec des tomes plus ou moins difficiles à se procurer. Je ne sais pas si le mangaka a eu un véritable succès à l'époque de sa sortie chez nous. Je l'imagine, car il avait
car il avait tout d'un phénomène. Certes, il traitait de musique, mais aussi de la vie d'un groupe et d'un aspect un peu underground du business. Le manga profitait également d'un très bon animé, même si je me dis que certaines chansons donnaient mieux au manga, d'autres envoyaient du lourd dans leur genre pop-rock avec un brin de rap. Mais j'ai surtout souvenir du jeu sur PlayStation 2 à la Parappa the Rapper, et si je ne dis pas de bêtises, il y avait même un CD audio dans un tome du manga qu'aujourd'hui on qualifierait de collector, avec les OST de l'anime. Plus sérieusement, avec ce titre, j'ai fait la connaissance avec le mangaka Sakuichi Harold, que j'apprécie particulièrement, même si je n'ai pas eu l'occasion de lire les autres licences parues chez nous. J'ai eu la chance de pouvoir lire Rin, tout de même, qui est une œuvre que j'apprécie particulièrement, qui traite du métier de mangaka, avec de la romance et un soupçon de fantastique. Mais pour en revenir à Beck, n'hésitez pas à découvrir la série dans sa réédition, ça vaut le coup, ça piétonne bon nombre de rom-com pour ceux qui ne jurent que par ça. 2005, Zatch Bell, ou plus connu sous le nom de Gatch Bell, ne me demandez pas pourquoi ils ont changé le nom, peut-être une histoire d'onomatopée. Chez nous, Zatch, ça fait plus penser à l'éclair ou au tonnerre, alors que pour les Japonais, c'est plus Catch. Pour rappel, nous utilisons boom, voire cat boom, pour les explosions, si vous voyez où va ma préférence. Alors, Zatch Bell, Gatch Bell, moi je vais dire Gatch Bell, c'est un peu le Pokémon pour grand de l'époque. Tu te balades avec un familier et son grimoire où des incantations apparaissent pour faire de nouvelles attaques. Alors, c'est dommage que je n'ai pas eu le courage de tout lire jusqu'à la fin, enfin, surtout d'investir jusqu'à la fin, car on assiste en vérité à un tournoi des 100 démons. Oui, parce que les démons ressemblent un peu à des poupées. Voilà, après à savoir qui est le familier de qui, ça reste encore à savoir, bien que ça s'attarde beaucoup sur le background des duos, et ça c'est pas mal. Je vous le dis, en vrai, c'est un variant de Pokémon, mais shonen très sympa avec son style graphique bien à lui, perso, j'aimais bien suivre les aventures de notre duo. J'ai même dû acheter un jeu de combat à Gatch Bell, oui, parce que à l'époque, la PlayStation 2, j'étais un gros consommateur de jeux de licence manga d'importation. Voilà, les jeux de Gantz, Berserk, Fullmetal Alchemist, Naruto, Beck, j'ai saigné ça. En 2005, il y a Urusei Yatsura, où l'amour est le premier grand succès de Rumiko Takahashi. Nous avons eu le droit à une version Bunko, donc un petit format tout carré. Et pour tout vous dire, je les ai achetés plus vite que je ne les lisais, donc j'ai dû stopper bien avant la fin. Après, c'est dispo en numérique, donc sur la tablette, la version Bunko devient très grande. Toute la loufoquerie de la mangaka avec le charme des années 80 sont condensées dans cette série. C'est l'histoire d'une extraterrestre qui va jeter son dévolu sur un jeune bon à rien. On n'est pas loin du harem en vérité. Pour vous donner envie, Glénat a sorti 2 tomes Perfect Color qui réunit tous les chapitres colorisés par la mangaka lors de la pré-publication de la série. Rien de tel pour vous donner envie de découvrir amplement la licence. Ranma en demi aussi, ça fait un peu harem en vrai. Et pour rappel, Urusei Yatsura défraie de nouveau la chronique 40 ans plus tard, 40 ans, pour un nouveau film d'animation dont la sortie est prévue au cinéma pour 2022. 2005, c'est aussi Satan 666. Oh, je ne vais pas m'attarder dessus. On aura beau me faire croire que c'est un bon manga, que c'est bien dessiné, je vous dirai que non, du moins de ce que j'en ai lu. Et oui, je le pense vraiment, il ne doit sa apparition chez nous uniquement parce que c'est le frère jumeau de Kishimoto. Il n'a pas le niveau, donc le papa de Naruto, il n'a pas le niveau qu'on attend pour une prépublication dans le Shonen Jump par exemple, ou le Shonen Sunday. Soyons clairs, après il a sûrement des qualités. Perso, j'avais l'impression de lire un manga fait par un Français dans les années 90. C'était pas fameux, mais je faisais pas mieux. Enfin bon, chacun ses goûts. 2005, c'est aussi le maître magicien Negima. Alors je me suis pris le tome 1 et franchement je me suis fait chier. Voilà, bien conscient qu'il faut lire plusieurs tomes avant que ça démarre vraiment, sauf que j'ai pas du tout envie de perdre mon temps et mon argent là-dessus. Voilà, grosso modo, c'est l'auteur de Love Hina et le héros est un enfant de 10 ans tout choupinou qui joue au prof d'anglais, ce qui le rend irrésistible envers ses élèves. Oui, bien sûr, il est magicien. Ouais, un harem quoi. Voilà, un peu chiant. Pas à mon goût. 2005, c'est Mar. Alors, on retrouve le mangaka de Flame of Recca, petite série d'heroic fantasy qui partait bien. Déjà, le dessin a bien glow up, ce qui fait plaisir. Puis, il y avait une petite fraîcheur dans les 2 premiers tomes qui n'aura pas, hélas, duré bien longtemps. Et ce n'est pas non plus sa suite Omega qui apportera quelque chose de plus. Bien au contraire. 2005, c'est aussi Prince of Tennis, vous l'avez compris, c'est le retour des boys band qui vont jouer des matchs avec des attaques spéciales. Nous suivons Ryoma, le fils d'un ancien joueur pro dont le père manie la raquette comme il manie le katana en étant une extension
en étant une extension de son bras, un vrai samouraï du tennis. Et Ryoma va intégrer une école sûre de ses forces tout en découvrant d'autres grands joueurs lors des tournois par équipe. Succès retentissant à l'époque et on le doit de nouveau aux filles qui sont la valeur ajoutée. Chacune crush sur son joueur, puis pour les cosplays c'était assez facile, il suffisait d'enfiler une veste de l'équipe de tennis de nos joueurs préférés. Alors, enfin ça c'était au Japon. Cette licence a été surexploitée en animé, drama, pièces de théâtre et tout. J'en ai vu une pièce de théâtre sur internet à l'époque de Imul. Et en vrai c'était cool. Bon, comme beaucoup de séries longues de Shikana, j'ai abandonné avant la fin, mais j'imagine bien la fin, que j'ai peut-être vu en animé d'ailleurs. Prince of Tennis reste aujourd'hui la référence du manga de tennis puisqu'en France, Baby Step n'est toujours pas annoncé. En 2005, c'est aussi Yakitate Japan. Voilà le digne successeur du Petit Chef. Enfin, c'est ainsi que je l'ai catalogué car c'est une série qui porte sur le pain. Japan, pan. Je pense qu'il y a jeu de mots. Oui, le pain sur toutes ses formes. En vrai, j'ai adoré cette licence qui est drôle, entraînante, très bien dessinée. Hélas, encore une série que j'achetais plus vite que je ne la lisais, donc j'ai stoppé, pauvre de moi, car cette fois-ci, je ne pense même pas avoir vu la fin d'animé, qui lui aussi était très bon, il faut le souligner. Et pour rappel, c'était édité chez Delcourt Akata. 2005, c'est également Full Metal Alchemist, mais en fait c'est bien 2005 aussi. Le manga était très attendu chez nous, on pouvait enfin découvrir le style de la mangaka Hiromu Arakawa sans qu'elle soit travestie par le premier animé disponible sur ton meilleur fansub de l'époque. Perso, j'ai trouvé très beau ce premier animé, mais encore meilleur le manga. Ayant toujours l'opening en tête, c'était cool. Et en vrai, ce sera pareil pour Brotherhood, qui tâchera d'être un peu plus fidèle que son prédécesseur. Aujourd'hui, presque tout le monde connaît Full Metal Alchemist, d'autant plus qu'il jouit d'une excellente Perfect édition. Alors, je suis obligé de faire une petite aparté. Kana, revenez à de vraies ambitions, comme vous avez pu le faire pour la Perfect de Saint Seiya. Vous étiez juste en avance sur votre temps. Voilà. De mémoire, les éditions simples et doubles de Full Metal Alchemist sont toujours commercialisées pour ceux que le haut de gamme ne convient pas. Bon, il faut aussi dire qu'il y avait de très peu de chances que cette licence se casse la gueule. Enfin, pour ceux qui viennent de l'Attaque des Titans et découvrez Full Metal Alchemist, vous avez certainement apprécié les petits points en commun entre ces deux œuvres qui ont marqué leur époque. 2005, c'est également Echild 21. Alors, le manga qui te fait kiffer le football américain et en plus, il t'apprend les règles du jeu easy. Aujourd'hui, tout le monde connaît le dessinateur Yusuke Murata pour ses travaux sur One Punch Man et le scénariste Richiro Inagaki pour le fameux Dr. Stone en collaboration avec Bocchi au dessin. Echild 21 est leur premier succès mêlant humour et action dans des matchs endiablés. C'est un manga de sport pur jus, les arcs narratifs sont peut-être trop basiques pour faire de lui l'un des meilleurs, n'empêche qu'il a de sacrés bons arguments pour être dans les tops. 2005, c'est également Rough. Alors, avec cette licence, on ouvre le bal des séries sportives de Mitsuru Adachi et on commence avec la natation, où la piscine sera le théâtre de rivalités sportives mais aussi amoureuses. C'est en 12 tomes, toujours disponible chez Glénat, plus que feel good et très bonne entrée en matière pour goûter à l'univers de Mitsuru Adachi. 2005, c'est également Touch, toujours du Adachi, mais là, on rentre dans le vif du sujet avec du baseball. Et qui à ce jour son plus grand succès. Encore commercialisé, une rumeur circule à la mélodie très douce d'une réédition en format de luxe de ce chef-d'œuvre qui serait en préparation. Je croise les doigts, même si je possède la série dans son intégralité, dans son format numérique. Hélas, encore trop méconnu en France, une réédition de ce titre pourrait changer la donne. En tant que nouveauté, il serait mis en avant sur les étables de vos meilleures librairies, de vos libraires préférés, et ainsi cela attisera la curiosité de vos youtubeurs préférés pour vous donner encore plus envie de découvrir pourquoi j'aime lire du Mitsuru Adachi. Voilà. 2006, H2, jamais 2 sont 3, oui, je vous harcèle, mais ce n'est pas pour rien que je vous rapproche ces 3 œuvres de Mitsuru Adachi, car il indique bien une chose, c'est que les titres du mangaka sont pour la plupart tous sortis en même temps, ce qui a peut-être porté préjudice à ces œuvres n'étant pas assez espacées dans le temps. Je vous dis ça parce que, en tant que consommateur moyen, j'avais moi aussi mis en pause H2 et par la suite je l'ai fortement regretté car plus commercialisé et abandon des droits par Tonkam. Cette série est la plus longue que Mitsuru Adachi a publiée et pour moi une des meilleures avec son quator amoureux. 2006, Kekeshi. Alors je me rends compte que durant cette période-là, je ne finissais pas de nombreuses séries. Il faut dire que le marché était assez dingue et que comme tout le monde, on finit par prioriser nos achats.
en remettant à plus tard certains. Puis il faut dire, j'avais d'autres activités. J'étais quand même bien avancé avec celle-ci, je trouvais ce shonen assez original, avec un charme singulier, qu'il soit dans les dessins ou dans les relations des personnages principaux. Oui, en y repensant, je lui trouvais du Adachi à travers la relation du héros et de sa voisine, tout aussi héroïne, mais dans un monde de yokai et d'exorcistes. D'ailleurs, j'aimais beaucoup le pouvoir du héros et la manière dont il l'utilisait. Bien sûr, aujourd'hui, l'intégrale est compliquée à se procurer chez Pika. Et chez Vega Dupuis, ils ont sorti Birdman, donc de la même mangaka, mais je ne sais pas pourquoi je ne suis pas plus intéressé que ça par ce titre dont les 2 premiers tomes bénéficient encore de la promo à 3€, quoique rien n'est moins sûr pour le tome 1. Enfin bon, en vrai, je ne serais pas contre une version numérique de Kekeshi, mais je doute que Pika a encore les droits. 2006, Reborn, je pense que je vais faire une vidéo, pas de Reborn, mais de ces mangas dont le début ne vend pas du rêve à l'image de Bleach. Parce que pour moi, c'est le contraire. Paradoxalement, dans les premiers tomes, j'attends aussi beaucoup que ça vire en pur shonen neketsu de baston. Mais après un bon arc, ça me manque ce côté slice of life. Et je ne vous parle pas des sorties à la plage de My Hero Academia, non. Non, mais je trouve que c'est un peu sous-estimé ces parties-là. Ce manga propose des bons délires, des bonnes scènes de combat. Un jour, je prendrai le temps de finir la série qui, elle, est dispo en version numérique. Mais pour qui aime le shonen, je vous le recommande déjà parce que graphiquement c'est top et parce qu'en son temps, il avait son originalité et ses moments bien badass. Même s'il a été discret à l'époque, je pense que cette licence pourrait largement avoir du succès aujourd'hui si on nommait les débuts gag manga, que certains n'aiment pas. 2006, Dick Grayman, clairement ce titre a souffert des pauses à rallonge de sa mangaka dont la santé était en cause. Voilà un titre au début qui commençait bien mais qui m'inquiétait à la vue de l'antagoniste de l'histoire qui avait l'air mais vraiment tout éclaté au sol. C'était sans compter la montée en puissance de la série dans son côté noir, où on est à la limite du désespoir dans certains cas. Comme pour Reborn, il faudrait que je prenne le temps de reprendre ma lecture grâce à sa disponibilité en format numérique, puisqu'un tome est sorti il y a peu de temps et que je dois en avoir quelques-uns en attente. Enfin voilà, un shonen bien gothique, avec des adversaires originaux, ou du moins qui l'ont été à l'époque, et qui en auront inspiré plus d'un. 2006, c'est aussi Busou Renkin. Alors, je passe, ce shonen est un gros navet et qui nous fera penser que le mangaka de Kenshin le Vagabond est l'auteur d'un seul véritable succès. Car il va enchaîner les looses avec Embalming en 2010 pour ensuite revenir à l'univers de Kenshin. Oui, je vous reparlerai même pas d'Embalming. 2006, c'est aussi Ergir en parallèle à Enfer et Paradis, édité par Panini. Ogrette nous montre une autre facette de son style avec Ergir, publié chez Pika. Alors, je trouvais le manga très classe au départ, d'autant que j'aime bien quand ces héros ont les cheveux noirs, c'est très stylisé tout ça. Donc ce manga avait tout pour lui, avec le délire de la glisse et tout, mais en vrai, comme souvent avec le mangaka, la narration est assez brouillonne. À l'époque, j'avais du mal à suivre, alors oui, les planches sont superbes, mais au final, j'avais pas suffisamment accroché pour continuer au-delà des 10 premiers tomes. Et puis niveau ecchi, s'y allait aussi. C'est dispo en numérique, si vous avez du mal à les trouver, il me semble que Pika ne font plus de réimpression pour ce titre. 2006, Claymore. Alors comme tout à chacun, à l'époque, lorsque je croisais pour la première fois le tome 1, je me disais bêtement, tiens, voilà une imitation de Berserk. Raisonnement, trop con, sachant que ça n'a rien à voir, hormis peut-être une quête de vengeance et que c'est de la dark fantasy. En fin de compte, j'ai trouvé cette licence extra, avec des meufs bien badass, dans leur genre prêtes à éradiquer du démon avec une ambiance comme on a finalement peu, et où on a vraiment peur quant au sort de certains personnages. Dommage que la prochaine série du mangaka, Ariane Ne, je crois que ça se dit comme ça, ne fuse pas au niveau de celle-ci, du moins dans les premiers tomes que j'ai lus. 2006, c'est aussi Midori Days. Alors, je ne me suis pas attardé plus que ça sur ce titre, où un voyou ne peut plus utiliser sa main, droite ou gauche, je sais plus, pour se battre. Voilà, puisqu'il y a une fille à la place. Ou une fille, une poupée, je sais pas ce que vous voulez. Donc manga, bonne ambiance, mais je ne suis pas allé bien loin, que ce soit en manga ou en animé, mais on peut considérer cette licence comme un rom-com avec sa main droite. 2006, Rosario plus Vampire, voilà un titre qui aura inspiré pas mal d'autres quant au concept d'un humain, tout ce qui est le plus commun, qui intègre un monde de monstres incognito et un peu à l'insu de son plein gré, comme ce sera le cas pour d'autres avec des démons ou des magiciens. Si j'avais découvert ce titre quelques années plus tôt, il aurait pu être une référence du genre pour moi,
pas de chance. J'ai lu le tome 1 en 2020, donc voilà. Les RM, c'est vraiment pas mon truc, alors que l'humour bien dosé à la Hiruma, pour à peu près les mêmes speeches, ça me plaît nettement plus. Après, étant édité par Tonkam, pas sûr que ce soit toujours commercialisé, mais au pire, c'est dispo en version numérique. Je conseillerais cette lecture à de très jeunes garçons rêvant encore d'amour et de situations coquignous. 2007, Gintama, l'élite aime Gintama. Je vous avoue que de mon côté, j'ai jamais pris le temps de lire le tome 1 dans son intégralité. Même si j'avais aussi acheté le tome 2 et le tome 3, puis j'ai compris que je ne les lirais jamais, à l'époque. On peut dire que cette licence, il fallait avoir des coronets pour la sortir. Et c'est Kana, l'éditeur. Alors, voilà. Oui, Kana ne fait pas que des erreurs. Ils en ont fait, ils en font peut-être encore. Ils n'ont également jamais abandonné la commercialisation de Gintama et également de Baku Naruto, alors que nous n'étions pas forcément au rendez-vous lors de leur sortie. Et encore un grand merci à eux pour cela, je pense particulièrement à Baku Naruto. Je me suis même racheté le tome 1 en version numérique concernant Gintama. Il n'y a plus qu'à pour moi, voilà. Seulement, je vous avoue qu'à chaque fois, la lecture me paraît laborieuse. Voilà, on est dans un récit 100% à l'humour décalé, aux anachronismes, avec des références culturelles, manga, animés et autres japonaises, dont on n'a pas tous les tenants et aboutissants. Voilà, le produit du parfait otaku, avec juste 70 tomes en cours. Rien que ça, sur 77, ça va. Enfin voilà, un jour, si j'ai du temps libre, je forcerai, histoire de faire partie de l'élite. 2007, bobo, on reste dans un shonen humoristique bien délire, et là j'étais carrément plus réceptif que Gintama. Seules les finances n'ont pas suivi pour que je continue au-delà des 5 premiers tomes de la série. Imaginez un mec avec une afro jaune qui se bat avec sa moustache. Ses moustaches. D'ailleurs, je ne serais pas contre une bonne occasion concernant cette œuvre. À bon entendeur. 2007, c'est Hajime no Ippo. Son animé en a converti beaucoup d'entre nous à l'un des plus grands mangas de boxe de tous les temps. En France, c'est le manga qui a le plus de tomes sortis à ce jour, au-delà de Jojo, au-delà de One Piece et de Détective Conan. D'ailleurs, je félicite Kurakawa d'avoir pris le risque d'éditer cette licence, car vu son nombre conséquent de tomes, il est très compliqué de recruter de nouveaux lecteurs, ou même de conserver les anciens. Quelque chose me dit qu'ils avaient parié sur de nouvelles saisons de l'animé. D'autant plus qu'il n'est pas sûr que les chiffres de vente soient au rendez-vous. Je dis ça parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, les 3 premières saisons sont réimprimées en version Eco+. Ouais, vous savez, la marque Leclerc. Puisque si j'ai bien compris, les tomes ne disposent plus de jaquettes volantes. Je ne peux évidemment que vous conseiller ce manga qui est à lire et à relire à l'envie. Il fait partie de ces licences qui ont une place à vie dans ma mangathèque. Les personnages sont trop badass. L'humour est bien dosé. Comme il faut. Les combats sont anthologiques. De toute façon, Hajime no Ippo, c'est culte pour moi. 2007, Cross Game. On retrouve Mitsuru Adachi avec une nouvelle série sur le baseball. Je pense d'ailleurs que c'est la prochaine relecture avec Katsu, car à part ce premier tome mémorable, je ne me souviens plus trop pourquoi cette licence fait partie de mes préférés. Hélas, assez compliqué de se la procurer aujourd'hui en intégrale. Tonkam ne dispose plus des droits, donc comme pour H2, la série n'est même pas disponible en numérique, alors que Mix, oui. On attend avec impatience une réédition, même si aujourd'hui aucune maison d'édition ne s'est prononcée dessus. Je sais qu'un homme œuvre en sous-marin pour auto-éditer certaines œuvres de Mitsuru Adachi, alors on croise les doigts pour que son projet aboutisse, car il est honteux qu'un mangaka aussi talentueux ne soit pas plus mis en avant en France. Petite ellipse où je suis allé au boulot, on continue avec 2007 et Death Note. Voici un manga qui n'est pas forcément utile de présenter, Takeshi Obata en duo avec Tsugumi Oba au scénario. À l'avenir, ils travailleront sur d'autres séries dont le surprenant Bakuman qui traite d'un duo de mangaka dont le dessin est d'être publié dans le Shonen Jump. Mais j'aurai le temps d'en reparler dans cette vidéo. Death Note doit être le premier manga que j'ai lu en intégralité mais surtout en totale illégalité alors qu'il n'était pas encore sorti en France. C'était la première fois que je me défonçais les yeux sur mon premier ordinateur afin de lire tout le blabla que requiert cette œuvre. Je ne vous fais pas le topo de Death Note, mais son influence a aussi été énorme quant à son apport psychologique entre un détective et un criminel qui joue au jeu du chat et de la souris pour vulgariser le truc. Elle et Light auront inspiré plus d'un personnage capable de déjouer des situations étriquées. Ça a ouvert la voie à ces personnages retors et supra-intelligents qu'on peut retrouver dans des Liar Games ou One Hot. Enfin voilà, il y a ce qu'il faut. Avec Naruto, il fait partie de ces mangas que le public d'aujourd'hui achète pour débuter une mangathèque sur les conseils de certains. Et c'est effectivement un très bon manga, même si les avis sont plus divisés concernant
la seconde partie du récit. 2017, c'est aussi Keiji. On retrouve Tetsuo Hara après Hokuto no Ken, d'abord édité par Saka, une filiale de Casterman, et aujourd'hui il est de nouveau sur le devant de la scène avec sa réédition chez Mangetsu, dont j'ai pris les 3 premiers tomes, mais je ne pourrais pas vous en dire plus car je ne les ai pas encore lus. À l'époque de sa première édition, je n'ai pas continué après le tome 1, mais certainement que j'ai bâclé ma lecture car je n'ai aucun souvenir du contenu. Il est fort possible qu'à cette année 2021-2022, sa parution soit plus mémorable. En 2008, Noro le mange mystère, voilà un titre qui vendait du rêve. Je lisais encore Détective Conan et ce titre semblait mêler des enquêtes avec un apport démoniaque et donc surnaturel, mais j'ai abandonné au second tome. Peut-être ai-je tort, mais ce n'est vraiment pas un titre qui me donne envie de lui redonner une chance. Déjà, rien que ces premières couvertures où le personnage est à l'envers me tapaient sur le système. Après, si certains d'entre vous ont une bonne expérience de lecture, je serais curieux de vous entendre car il arrive que d'excellents titres passent entre les mailles du filet. 2008, Fairy Tail, je ne vais pas m'attarder sur cette licence, beaucoup d'entre vous la connaissent mieux que moi et puis il serait de mauvaise foi de dire qu'elle n'a pas marqué son temps, du moins sur le marché français. Pour ma part, je ne vois qu'un One Piece-like. J'ai essayé les premiers tomes, ça avait tout pour me plaire, mais en fait, non. Il y a une inspiration et piètre imitation, et c'est comme ça que je le vois. Et lorsque je me laissais tenter par des épisodes de l'animé, en zappant la télé, le fanservice me heurtait, ce qui peut paraître étrange, sachant qu'il y en a aussi dans One Piece, mais là, c'était trop abusé. Après, je suis sûr qu'il a des qualités et de bonnes idées, mais je préfère laisser aux autres ce plaisir de lecture-là. 2008, To Love Ru. Je ne peux pas vous parler de ce titre-là non plus, puisque je ne l'ai pas lu, mais il me semble avoir sa réputation dans le genre rom-com harem. Il fait même partie du top de certains, c'est qu'il doit y avoir des qualités. Mais je devine qu'il s'adresse à un jeune public masculin qui aime le ecchi. J'ai l'impression que c'est un peu le vidéo girl high du pauvre. Enfin, en vrai, j'en sais rien. Voilà, je vous laisse découvrir si ça vous intéresse, mais il me semble qu'il n'est plus commercialisé, donc difficile de se le procurer. Mais qui sait, Delcourt Tonkam vous fera peut-être une perfecte. En tout cas, sa réputation n'est plus à faire pour les coquinous. 2009, Letter B. Il y a un fait indéniable, c'est que graphiquement, le manga est très beau. On retrouve le mangaka à qui l'on doit Isle Génération Basket, et non Il, comme je l'ai dit dans la première vidéo. Alors, pas de chance, je n'ai pas été convaincu par le premier tome, ce qui fait que je suis complètement passé à côté de l'œuvre. Et aujourd'hui, je me dis que je devrais peut-être remédier à cela, car de souvenir, cette histoire de postier avait une certaine originalité dans ce monde empli de monstres. J'ai vu qu'il était disponible en numérique, donc je me suis pris le premier tome, voir si j'accroche plus aujourd'hui. Car quoi qu'on dise, le graphisme ne fait pas tout dans une œuvre. Je reste très curieux, c'est le genre de titre que j'ai envie d'aimer et qui mériterait peut-être d'être aimé. 2009, Black Butler. De nouveau, un énième shonen que je n'ai pas lu. Je n'ai qu'entrevu des épisodes de l'animé, mais en cours de route comme ça ne m'a pas parlé. En vrai, je ne sais même pas de quoi ça parle, hormis que ça a un côté un peu gothique qui plaît aux filles et qu'il me semble qu'il y a un pacte entre un jeune garçon et un majordome au pouvoir démoniaque. Pour tout dire, s'il était dispo en numérique, j'aurais testé car j'ai eu de bons retours, mais surtout venant des filles. Et je n'ose pas acheter les 2 premiers tomes qui profitent d'une promo, là, les 2 pour le prix d'un actuellement, car les places restent chères dans ma mangatech et que je ne suis pas assez curieux sur ce coup-là. Voilà. 2009, Darren-chan. Alors c'est un shonen que je ne connaissais pas du tout, c'est en regardant la mangatech de Manga with Zael, alors vous pouvez le retrouver sur Insta, que j'ai découvert ce titre. Je vous avoue qu'il a attisé mon attention. Apparemment, c'est une œuvre qui l'a réconcilié avec le thème des vampires. Donc, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Zael, Z-A-E-I-E-L, qui est également le concepteur d'une des meilleures vidéos parlant de Doro et Doro sur YouTube. 2009, Blue Dragon, on retrouve Takeshi Obata au dessin. Alors c'est très beau, mais voilà, les dessins ne font pas tout. Le scénario ne m'a pas convaincu. Je me suis arrêté au tome 1. Il faut vraiment être fan du mangaka pour garder ça dans sa mangatech. 2009, Soul Eater. J'espère que cette licence aura le droit à une perfecte édition une fois que Full Metal Alchemist sera fini. Ça me paraîtrait la suite logique pour un manga aussi stylé, original et à l'ambiance certes gothique, mais aussi assez cartoonesque. 3 protagonistes se partagent la vedette, voire 6 en comptant leurs âmes qui sont des personnages à part entière. Perso, j'ai mes chouchous, j'ai adoré ce shonen qui sait jouer avec le noir et le désespoir comme le faisait si bien Dick Grayman. Et avec des antagonistes bien sympas, ce qui fait aussi le sel d'un bon shonen. 2010, Ashita no Joe. Oui, c'est bien un shonen, c'est une œuvre culte qui aura influencé les mangas de boxe comme Hajime no Ippo, c'est indéniable.
même si ça ne traite pas du tout de la même chose. Il y a une force dramatique dans le récit qui ne nous laisse pas indemnes. C'est un manga d'anthologie qui restera culte à travers les âges. Déjà, de par cette photographie d'une société japonaise d'après-guerre et de son anti-héros au sale caractère qui brûle d'une passion dévorante pour la boxe au gré des tragédies qui l'accompagnent. Il est difficile de ressortir indemne d'une telle lecture. 2010, Pandora Hearts. Je n'ai jamais lu. Je sais juste que c'est de la même mangaka que les Mémoires de Vanitas et que c'est le genre de manga disponible dans les grandes surfaces. Il a une bonne réputation et ce n'est pas pour rien, c'est juste que j'ai du mal à passer outre le style graphique qui ne me correspond pas. Un chouïa trop efféminé. Hélas, Kihon propose très peu de versions numériques dans son catalogue, ce qui fait que ça ne m'aide pas à attiser ma curiosité, bien que j'avais essayé les Mémoires de Vanitas et que je l'ai offert avant de le lire en entier. N'hésitez pas à m'en dire du bien en commentaire, je serais curieux de savoir pourquoi ça vaut le coup par exemple. 2010, Blue Exorcist, idem. J'ai jamais lu le manga, mais j'ai vu l'animé lorsqu'il était disponible sur Netflix. Et franchement, j'avais bien aimé. Et je ne doute pas que le manga doit être bien meilleur. Mais pour être honnête, ça reste de ces mangas que je sous-cote, qui ne me semblent pas avoir une vraie valeur ajoutée, hormis que les dessins ont l'air très bons. C'est dispo en numérique, on va dire que j'attends une promo pour véritablement tester le titre. Je crois que la mangaka également a fait une longue pause, mais il me semble que son public, lui est resté fidèle. C'est quand même un signe de qualité. 2010, Angel Voice. On retrouve le mangaka de Go & Go et pour ne pas changer, il continue de s'inspirer des meilleurs. On est clairement dans le délire de Rookies, ambiance Furio Redemption, mais à la place du baseball, tu mets du foot. Franchement, c'est pas mal. Encore une série que je n'ai pas eu le loisir de finir. J'attends une sortie numérique de ce titre, sait-on jamais. Les dessins ont glow up depuis Go & Go. On reste un tout en dessous de ce que fait Masanori Morita dans Rookies. C'est moins fluide, mais ça a clairement son charme, d'autant plus que lorsque tu apprécies les furios qui se repentissent à travers le sport. 2010, Bakuman. On retrouve de nouveau le duo Takeshi Obata, Tsugomi Oba, qui avait déjà travaillé sur Death Note. Et c'est dans une série qui fera date qu'on les retrouve car elle nous montrera avec véracité les coulisses pour devenir mangaka dans le Weekly Shonen Jump. Le titre est excellent sur bien des aspects, mais pour moi je lui trouve un sacré bémol à travers la romance très prout-prout d'un des héros dont la copine a le rêve de devenir une idole. Sinon ça reste une valeur sûre et une lecture très instructive qui restera culte pour beaucoup de Français. 2010, Moonlight Act. On garde le meilleur pour la fin. J'ai fini la lecture de l'intégrale parue chez Kazé et j'en ai déjà parlé dans une vidéo. C'est un manga badass de chez badass, voire trop badass pour le commun des mortels. Des personnages et une narration tonitruante jusqu'au tout dernier tome, ce qui en fait un modèle du genre. J'ai pas pu résister à m'acheter ce dernier tome à défaut d'investir de nouveau dans la série. D'ailleurs, dommage que Kazé ne pense pas réimprimer les tomes en rupture, mais cela changera peut-être si Karakuri Circus trouve son public avec Meian. En attendant, je vous souhaite de découvrir cette œuvre quitte à la lire dans sa version numérique qui, en passant, donne super bien sur tablette. Voilà. J'en ai fini avec cette seconde partie qui fut bien longue, voire laborieuse, autant pour vous que pour moi. J'ai été obligé de la faire en 2 temps. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo si vous êtes toujours là. Une 3e partie est prévue qui traitera des années 2011 à 2015 qui correspond à la période où j'ai un peu délaissé le manga pour d'autres plaisirs que je dirais plus éphémères, mais tout aussi jouissifs. Il y aura près de 30 titres, certains sont considérés masterclass dont j'aurais fait la découverte sur le tard tout en rattrapant mon retard. Mais il est fort possible que je remonte jusqu'au shonen de nos jours. Mais vu le nombre de sorties en tout genre, je parlerai bien évidemment des plus fameux ou des plus marquants qui auront marqué les lecteurs de shonen en francophonie. Oui, parce que je parle souvent des éditions de manga en France pour les Français alors que le consommateur est d'abord francophone. D'autant plus lorsqu'on sait que des maisons d'édition de manga comme Kana ou Casterman, qui ont un rôle important dans le paysage français, sont d'abord belges. Sur ce, je vous abandonne à vos occupations, prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo, voire à l'épisode 3 du Rétro Shonen de Manga Badass. Ciao!